Le rêve américain a toujours été de travailler dur, de persévérer, de réussir, et vous finissez par être plus prospère et plus heureux que vos parents ne l'ont jamais été. Généralement, dans un problème se cache également une opportunité. Je pense que notre système éducatif échoue à la jeune génération. Nous ne faisons pas du bon travail pour enseigner aux enfants ce qu'ils doivent savoir pour avoir une bonne carrière. L'entrepreneuriat demande beaucoup de travail. Si quelqu'un lance sa propre entreprise, ce n'est pas une question est-ce que je travaille 40 heures, 41 ou 42. Vous lancez votre propre entreprise et vous ne pensez même pas est-ce que je fais des heures supplémentaires. Beaucoup de gens se sont enrichis en percevant des loyers. Je ne connais personne qui s'est enrichi en payant un loyer. La grande leçon est que la seule personne qui peut vous retenir, c'est vous-même. Bienvenue à Success Story. Je suis Scott D. Clary, votre hôte. Ce podcast fait partie du réseau HubSpot. Maintenant, HubSpot est la ressource dont vous avez besoin si vous êtes un entrepreneur. Démarrer une entreprise est notoirement difficile. Même avec une excellente idée, passer à l'exécution peut être décourageant. Le nouveau kit d'entrepreneuriat de HubSpot vous aide à passer de l'idée à l'introduction en bourse grâce à l'expertise d'une entreprise qui maîtrise la croissance optimale. Ce kit tout inclus vous offre des conseils étape par étape et des cadres pour vous aider à réussir chaque étape de la création d'une entreprise. Avec des outils adaptés pour chaque étape entrepreneuriale, il contient des modèles pour la gestion de projets, les emails et le développement de compétences. Il y a aussi un guide pour les solopreneurs. Il comprend des feuilles de travail pour le freelancing, la tarification et plus encore, utilisable pour démarrer tout de suite. Le meilleur, c'est gratuit. Avec l'expertise et les outils de HubSpot, lancer une entreprise devient plus simple. Alors n'attendez pas pour démarrer la vôtre. Allez sur hubspot.com/ENT pour télécharger le guide dès maintenant. Merci d'être venu. Je suis ravi de faire ça. Je veux commencer juste pour comprendre parce que vous avez eu une vie qui a été remplie de tant de choses différentes sur lesquelles vous avez travaillé et de tant de choses différentes que vous avez construites. Je veux juste revenir en arrière et comprendre, en tant qu'enfant, quel a été un point d'inflexion ou un moment qui s'est produit ou une série de moments qui se sont produits, qui vous ont préparé et vous ont mis sur la route où vous êtes aujourd'hui. D'accord, eh bien c'est une très bonne question, et je suis ravi que vous ayez commencé par cela. Quand j'étais enfant, j'étais très maigre, de petite taille pour mon âge, et un rat de bibliothèque. Donc j'étais le candidat parfait pour être une victime pour les intimidateurs. Et pendant un moment, j'ai été intimidé, et puis mon père m'a offert un sac de frappe et quelques instructions, et cela a accompli deux choses. Un, cela m'a fait me sentir plus confiant, et deux, les quelques fois où j'ai dû utiliser les instructions, cela a plutôt bien résolu le problème. Donc cela m'a donné plus de confiance en moi et a réduit le besoin de combattre réellement. C'était donc une très très grande étape. L'autre a été quand j'avais environ 10 ans, mon grand-père paternel m'a emmené dans une salle de loisirs. Il était un excellent joueur de bowling. En fait, il a joué 300 parties dans sa vie. Eh bien, pour moi, à mon âge, la boule de bowling était trop lourde, donc je ne pouvais pas faire ça avec lui. Mais la salle de loisirs avait aussi un stand de tir. Et donc, il m'a emmené là-bas pour voir si cela serait intéressant. Il s'est avéré que j'avais une très bonne aptitude pour cela. Et je suis devenu un véritable tireur d'élite. Et c'est ce qui a conduit au deuxième tournant le plus intéressant. Et c'était ça. Je suis devenu un si bon tireur qu'à l'âge de 14 ans, j'ai remporté le championnat de l'État du New Jersey et à 16 ans, j'ai établi le record des États-Unis, le record junior sur le parcours du petit calibre olympique. Et Winchester essayait de me faire quitter l'école pendant un moment et de passer tout mon temps à tirer pour me préparer pour les véritables Jeux olympiques.
Eh bien, cet événement, qui était un événement en plein air, était unique en ce sens que c'était génial que nous ayons établi le record, mais l'observateur qu'il m'avait donné pour m'assurer que je tirais le bon nombre de balles parce que vous aviez une cible, une vraie cible et une fausse cible. La fausse cible était là pour que lorsque le vent changeait, vous pouviez ajuster votre visée et vous assurer que vous correspondiez. Eh bien, il a sous-estimé, donc c'était une victoire douce amère. Ici, j'ai établi un record national en tant que jeune enfant, mais je l'ai fait en tirant un coup de moins que je n'aurais pu tirer, donc le score aurait été encore meilleur. Cela m'a appris une leçon qui m'est restée en tête depuis, à savoir, vous pouvez déléguer l'autorité, mais en fin de compte, la responsabilité reste avec vous. Cela m'a donc amené à devenir une sorte de micro-gestionnaire plus tard dans la vie. Et j'essaie vraiment de superviser très attentivement les personnes qui m'aident. Alors, quand vous regardez votre carrière et ces moments qui vous ont donné confiance, qui ont montré vos capacités et qui vous ont vraiment transformé d'un garçon en homme, comment ont-ils impacté votre carrière, votre vie, ce que vous avez choisi de travailler, car évidemment maintenant, et bien même il y a des années, vous étiez connu comme le roi de la faillite, mais vous n'avez pas commencé là. C'est après une carrière de beaucoup de travail, de hauts et de bas, de victoires et de défaites que vous arrivez à ce point. Et puis vous passez du privé au public pour servir le gouvernement. Je suis très curieux de savoir comment vous avez débuté votre carrière sans entrer dans les détails de votre long parcours professionnel. Mais quels étaient certains des éléments qui vous ont poussé à emprunter les chemins que vous avez suivis? Eh bien, au tout début, je suis allé à Yale, puis directement à Harvard Business School, et j'étais dans le Reserve Officers Training Corps à Yale, parce qu'à cette époque, nous avions une formation militaire universelle, le service militaire obligatoire, et je pensais qu'il serait préférable de rentrer en tant qu'officier plutôt qu'en tant que simple soldat. Alors ils m'ont accordé un sursis pour que je puisse aller directement à HBS. Donc je suis entré dans l'armée et je devais faire 6 mois de service actif, 7 ans et demi de réserve. Mais, mais la crise des missiles de Cuba est survenue, donc j'ai fini par passer 1 an et demi dans l'armée. Pendant cette période, mon futur employeur, un gestionnaire de fonds très en vogue nommé Emery Duvet, est décédé. Est décédé 2 semaines avant que je ne commence à travailler et sur son lit de mort a vendu l'entreprise à un client très riche nommé Robert Winthrop, de la famille Winthrop du Massachusetts. Ils ont accepté de m'embaucher quand même, alors maintenant je me présente. La firme s'appelle maintenant Winthrop Devey, donc j'ai changé d'employeur avant même d'avoir reçu mon premier chèque de paye. 2 semaines plus tard, Jack Dorrance est arrivé, qui était alors le président-directeur général de Campbell Soup. Et entre lui et le fonds de pension, ils avaient plusieurs milliards de dollars chez nous. Ils ont eu une belle conversation pendant le déjeuner, et puis Dorrance a dit « Bob, pourquoi mes comptes ont-ils autant de mines d'argent Lucky Friday en eux ?» Et M. Winship s'est tourné vers moi et a dit « Wilbur, mes comptes ont-ils aussi de la mine d'argent Lucky Friday ?» Et j'ai dit « Oui, monsieur, ils en ont. Tous nos comptes ont un peu de la mine d'argent Lucky Friday. » Et puis j'ai expliqué pourquoi. Eh bien, cela a rendu clair à Dorrance que ce n'était pas le même type de gestion senior pratique à laquelle il avait été habitué avant la mort d'Emery Devey. Alors, le lundi suivant, ils ont retiré tous les 3 milliards de dollars de sous notre gestion. Plus tard cette semaine-là, Bob Winship assistait à une réunion du conseil d'administration de Citibank. Il avait siégé au conseil d'administration de Citibank et le président-directeur général de Citibank, après avoir entendu son problème, ayant acheté cette entreprise et venant de perdre ce gros compte et combien c'était embarrassant,
Il a dit « Bob, Sam Milbank souhaite retirer son argent d'une belle vieille entreprise appelée Wood Struthers. Si tu investis quelques millions de dollars de plus, rachète-le. Ils l'appelleront Wood Struthers et Winthrop, et tu ne seras plus jamais embarrassé. » Alors il a fait ça. Tu sais, Saul, au fur et à mesure que tu avances dans ta carrière, je suis d'accord avec cela aussi. Et c'est quelque chose que j'ai vu que tu as évoqué. Tu crois évidemment au concept de travail acharné. Et tu en parles dans ton livre. C'est évidemment quelque chose de très important pour toi. Parle-moi du concept de travail acharné et parle-moi de cela du point de vue de quand tu as commencé ta carrière. Est-ce que tu as dû investir par rapport à peut-être même ce que tu vois maintenant avec les gens dans leur carrière? D'accord. Eh bien, nous étions à peine une famille de classe moyenne, et puis quand j'étais à Yale, mon père est mort, et comme j'avais 2 frères et sœurs plus jeunes, ma mère, qui était une enseignante de 3e année, a dû nous soutenir et espérait aider à obtenir une véritable éducation. Donc, à cause de tout cela, j'ai dû travailler pour payer mes études. Alors, j'ai bénéficié d'aide à Yale et j'ai fait une variété de petits boulots pour avoir de l'argent à dépenser et pour payer les frais de scolarité et tout ça. Et donc, cela m'a appris qu'il n'y a rien de mal à travailler dur car je suivais un programme régulier et pourtant je devais faire tous ces emplois. Parce qu'à Yale, lorsque vous receviez une aide étudiante, vous ne receviez pas seulement l'aide, vous deviez élaborer un système de facturation et vous deviez travailler tant d'heures par semaine pour l'université pour compenser le fait qu'ils vous donnaient de l'aide. Et puis, je devais trouver des petits boulots pour avoir de l'argent de poche. C'est donc à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à travailler dur, car Yale avait évidemment un programme difficile. Et quand je suis allé à l'école de commerce à Harvard, le programme y était également difficile. Mais une fois de plus, je n'avais pas d'argent. J'ai donc dû faire des petits boulots comme écrire des articles pour un magazine appelé Monde Financier. J'ai écrit les rapports de recherche anonymes pour une petite entreprise de courtage. Et j'ai même été recenseur lors du recensement décennal, allant de porte en porte pour essayer de faire remplir les formulaires de recensement aux gens. Et c'était un vrai défi parce qu'ils m'ont donné une mauvaise section de Boston où aller. Donc je porte ce petit truc d'épaule de patrouille scolaire blanche avec un grand faux insigne argenté dessus. Eh bien, dans cette section de Boston, lorsque vous vous présentez à une porte avec un insigne, s'ils ouvrent la porte du tout, ils sont plus susceptibles d'avoir un chien qui vous court après plutôt qu'il ne vous laisse les interroger. Cela m'a donc beaucoup appris sur le fait que vous pouvez survivre à une journée d'école ardue, plus beaucoup de petits boulots que vous deviez faire pour survivre. C'est donc devenu une habitude et c'est comme tout le reste. Une fois que vous vous y êtes habitué et une fois que c'est une routine de travailler de longues heures et des heures difficiles, cela ne devient pas si difficile. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que les enfants n'aiment pas l'idée de travailler. J'ai découvert il y a un moment qu'il y a en fait un Reddit, site qui comptait 6 millions de membres totalement dévoués à l'anti-travail, et il y aurait des publications dessus. Un trait similaire à celui que je cite maintenant, il disait « Je ne peux tout simplement plus me forcer à aller travailler ». Donc l'idée que le travail est un comportement aberrant, quelque chose que vous devez être forcé de faire ou vous forcer à faire, plutôt que d'être une chose naturelle et une partie du processus de croissance et d'adulte, est troublante.
Parce que tout le monde veut maintenant des choses faciles, rapides, sans faire aucun travail. Et vous voyez des gens dire des choses, des gens très réels, brillants, jeunes, qui disent des choses comme je vais seulement faire le strict minimum de travail pour ne pas perdre mon emploi. Ou ils diront qu'ils ne veulent pas d'un vrai travail, juste des petits boulots. Et je ferai juste assez de petits boulots pour m'en sortir. L'idée de juste s'en sortir et de ne pas aimer le travail est l'antithèse du rêve américain. Le rêve américain a toujours été de travailler dur, de persévérer, de réussir, et vous finissez par être plus prospère et plus heureux que vos parents ne l'étaient. Donc pour moi, c'est un phénomène très très triste qu'il y ait cette attitude. Les jeunes d'aujourd'hui sont aussi très fragiles. Avec beaucoup d'entre eux, vous dites « bouh » et ils mouillent de leurs pantalons ou ils vont se cacher dans une salle sécurisée ou quelque chose comme ça. C'est un mauvais système. Il y a des défis. Tout le monde sera confronté à certains problèmes, mais généralement dans un problème se cache également une opportunité. Et s'ils étaient sensés, ils regarderaient à travers le problème, trouveraient l'opportunité, la saisiraient et se feraient avancer. Qu'est-ce qui, selon vous, a provoqué cet état d'esprit? Quelques idées, mais je ne sais pas si c'était un tas de petites choses ou si c'était un changement culturel. Mais toutes ces personnes sur ce fil Reddit diront « Eh bien, il n'y a aucun moyen que nous soyons aussi heureux que nos parents. Nous ne pouvons même plus nous permettre une maison individuelle. Et le coût de la vie a augmenté et les salaires n'ont pas suivi. Et maintenant, si je veux vivre dans une ville où je pourrais potentiellement obtenir un excellent travail, comme vous savez, un New York ou n'importe quelle ville côtière, vraiment n'importe quelle grande ville américaine, eh bien le loyer est exorbitant et c'est juste pour un appartement d'une seule chambre. Donc, toutes ces choses ont probablement stressé les gens, mais peut-être y avait-il un point de rupture. Et je ne sais pas quel a été ce point de rupture où les gens ont simplement levé les mains et ont dit « Ah, vous savez quoi, je ne vais pas essayer de faire et de construire la vie que mes parents avaient. Je vais tenter de bâtir une vie différente. » Cette mentalité en est peut-être la cause. Avez-vous des idées sur les raisons de cela? Oui, j'ai quelques pensées. Premièrement, nous avons traversé une période de prospérité unique dans le pays. Et en conséquence, beaucoup de parents ont gagné plus d'argent qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir gagner. Et cela signifie que les enfants ont eu une vie très remplie et assez facile eux-mêmes. Donc je pense que d'une certaine manière, notre prospérité a un peu gâché l'image pour les jeunes. Mais je pense qu'il y a aussi quelques autres phénomènes qui y ont contribué, en particulier les politiques gouvernementales pendant la pandémie et même avant celle-ci, où pas mal de gens dans ce pays sont maintenant payés plus pour ne pas travailler qu'ils ne l'ont jamais été quand ils travaillaient. Et cela crée une très mauvaise mentalité. Cela crée une mentalité de droit acquis que vous n'avez pas vraiment à faire de travail. Le gouvernement s'occupera simplement de vous. Donc je pense que c'est un deuxième facteur. Et je pense qu'un troisième facteur est notre système éducatif, je pense, qui échoue la jeune génération et la génération qui l'a immédiatement précédée. Nous ne faisons pas du bon travail pour enseigner aux enfants ce qu'ils doivent savoir pour avoir une bonne carrière. Quand j'étais enfant, il y avait deux voies que les gens empruntaient. Comme vous le savez probablement, environ les 2/3 des Américains adultes n'ont pas de diplôme universitaire, mais dans le temps, il y avait une voie pour les enfants qui allaient à l'université et une autre pour ceux qui n'y allaient pas. Et pour ceux qui n'y allaient pas, ils avaient une classe appelée formation manuelle. On l'a appelée la classe d'atelier. Je ne sais pas vraiment pourquoi, et cela leur a appris des compétences qui leur permettraient de devenir électricien, plombier,
technicien d'appareils électroménagers, toutes sortes de métiers dont beaucoup s'avèrent être des métiers très bien rémunérés. Ce n'était pas comme si cela les condamnait à une mauvaise vie. Si vous regardez ce que vous payez de l'heure pour un plombier ou un électricien, il y a beaucoup de place pour de bons résultats économiques à partir de cela. Mais notre pays a maintenant la moindre formation professionnelle de tous les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique la moindre. Et les lycées et les collèges n'offrent même plus de cours de formation manuelle, ce n'est tout simplement pas une partie du programme. Cela désavantage donc les enfants qui ne sont pas sur la voie de l'université. Pour ceux qui sont sur la voie de l'université, ils sont également désavantagés car nous n'enseignons pas les fondamentaux. Nous n'enseignons pas l'arithmétique, la lecture et l'écriture dans les classes inférieures. Dans la plupart de ces compétences, les jeunes Américains en école primaire se classent environ 30e dans le monde. Comment pouvons-nous rester le premier pays mondial lorsque nous nous classons 30e en éducation primaire? Et ça empire quand ils arrivent au lycée. Quand ils arrivent au lycée, on n'enseigne plus les mathématiques, la physique, la chimie, toutes ces compétences dont vous avez besoin pour survivre dans un pays technologiquement avancé. Je pense donc que c'est en partie une blessure auto-infligée dans le système scolaire. C'est en partie parce que leurs parents ont eu la vie si facile que les enfants ont été gâtés. J'ai été étonné de voir combien de jeunes ne trouvent pas de travail d'été lorsqu'ils sont en vacances scolaires. Et oubliez l'idée qu'ils trouvent un travail pendant l'école. Ils n'ont même pas de job d'été. Ils se prélassent sur la plage. Je ne sais pas pourquoi les parents permettent cela. Quand mes 2 filles étaient adolescentes et que l'une d'elles a obtenu son permis de conduire pour la première fois, la question s'est posée. Que ferait-elle comme travail d'été? Nous allons au Hampton pendant l'été. Que ferait-elle? Alors, j'ai acheté un camion de nourriture en acier inoxydable. Je leur ai obtenu la concession de nourriture pour l'une des plages et ils ont travaillé assez dur pendant toute la journée parce que rien ne vaut la préparation de hamburgers et de hot dogs, la découpe de fruits et tout le reste, puis le service aux clients. Parce que je voulais qu'ils apprennent, même s'ils n'auraient pas à faire cela juste pour payer leurs frais de scolarité, je voulais qu'ils apprennent qu'il faut être une personne productive. Vous n'allez pas simplement vous asseoir sur la plage. Je ne pense pas qu'il y ait assez de cela dans l'attitude parentale. Je pense donc que c'est toute une série de facteurs qui ont conduit à cela, mais je pense que c'est un très mauvais phénomène. Salut, c'est Scott. Je tenais à vous remercier chaleureusement. Cela fait 6 ans que ce spectacle existe grâce à vous. Vos écoutes, votre soutien et vos partages le maintiennent en vie. Au début, je n'imaginais pas l'ampleur que cela prendrait ni le nombre de vies que nous toucherions. Les histoires et les leçons que nous partageons ensemble sont très humbles. Je crois que nous construisons quelque chose de spécial ici. Une communauté où personne n'a à réinventer la roue. Nous sommes tous dans le même bateau. Apprendre et grandir, et voici ma demande. Si vous aimez cette émission et qu'elle a fait une différence pour vous, veuillez la partager. Partagez-le avec quelqu'un dans le besoin, dites-le à un ami, postez sur les réseaux, peu importe. C'est le meilleur moyen de garder cela vivant. Invitez des invités de qualité et partagez plus de sagesse transformatrice. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes. Pour écouter des podcasts, rendez-vous sur successtorypodcast.com. Si vous préférez les vidéos, allez sur YouTube. C'est youtube.com/c/scottd. Clary ou la newsletter newsletter.scottdclary.com. Faites passer le mot. Je vous suis infiniment reconnaissant. Poursuivons notre apprentissage. Continuons à grandir et à rendre ce monde un peu meilleur ensemble. D'accord, retournons à l'émission. Très intéressant parce que je ne me considère même pas si vieux. J'ai 34 ans et je me souviens qu'à l'université, je travaillais pendant la journée et je repoussais mes cours. Et je
Je ne viens pas d'une vie difficile en grandissant, je n'avais pas vraiment à me soucier des frais de scolarité, mais pour moi c'était plus sur le fait que je voulais commencer ma carrière tôt et je voulais comprendre comment obtenir de l'expérience. Alors je repoussais mes cours à ce soir et les week-ends pour pouvoir travailler pendant la journée, mais c'est une pente très glissante maintenant. Et c'est seulement, écoutez pas que c'était il y a seulement quelques années. Et il semble qu'il y ait eu ce changement de culture complet. Je veux dire, encore une fois, vous venez d'une génération, vous savez, avant la mienne où vous deviez travailler, il n'y avait pas de prospérité économique avec laquelle j'ai grandi quand vous étiez un enfant, comme vous deviez comprendre la vie et le travail et tout ça. Et au moins pour la majorité des gens. Donc, si vous regardez vers l'avenir, cela doit être très préoccupant pour vous de voir où ce pays va si nous ne trouvons pas un moyen de le redresser. Eh bien, c'est très préoccupant parce que, contrairement à quand j'ai grandi, je suis né pendant la Grande Dépression, 1937. Et c'était plus ou moins le pic de la dépression. C'était donc une époque très différente, comme vous le soulignez, mais à cette époque, nous étions incontestés en tant que première puissance économique mondiale. Maintenant, il y a beaucoup de défis. Vous avez évidemment la Chine qui est très agressive, qui pousse très fort l'éducation et qui a une population très travailleuse et très dévouée. Il y a donc maintenant le défi supplémentaire pour notre pays. Comment nous maintenons-nous en tant que première puissance ou même en tant que puissance partagée lorsque vous avez un pays comme la Chine où l'éducation est très appréciée, les gens sont très travailleurs et où ils ont un véritable instinct mercantile. Si nous perdons notre esprit d'entreprise, alors ce sera vraiment fini. Si nous perdons l'innovation et l'esprit d'entreprise, eh bien l'esprit d'entreprise demande beaucoup de travail. Si quelqu'un lance sa propre entreprise, ce n'est pas une question est-ce que je travaille 40 heures ou 39 ou 41 ou 42. Lancer sa propre entreprise implique un engagement total. Vous y êtes jusqu'au cou et vous ne pensez même pas est-ce que je fais des heures supplémentaires? Donc le danger est que ces autres problèmes sociétaux dont vous et moi avons discuté peuvent très bien déborder sur l'entrepreneuriat qui a créé ce pays. Et une tendance alarmante à cet égard, parmi les entreprises de capital risque soutenues par des institutions au cours des 10 dernières années, 40% ont une personne née à l'étranger qui est soit le président-directeur général, soit le coprésident-directeur général, 40%. Donc, quand vous pensez à cela, c'est formidable que nous ayons eu cet afflux de personnes très entreprenantes et d'étrangers qualifiés. Mais cela suggère aussi que nous n'aurions pas autant d'entrepreneuriat s'il n'y avait pas les étrangers. Et c'est une chose effrayante que nous avons besoin de plus en plus d'aide étrangère pour continuer à avancer. Je veux dire, je pense que si tu regardes certains des présidents directeurs généraux de grandes entreprises technologiques, tu vois des gens qui viennent d'autres parties du monde, qui déménagent aux États-Unis, qui prennent ces positions encore, ce qui est génial, mais tu dois avoir une culture d'entrepreneuriat, de travail acharné, de ne pas avoir peur de construire des choses et d'échouer, et je pense que nous nous éloignons tellement de cela. Les gens étant prêts à faire un travail inconfortable, que nous ne parlons même pas, comme tu l'as dit, d'entrepreneuriat. Nous parlons juste de gens qui travaillent de 9 heures à 5 heures. Travailler du lundi au vendredi, parce que si tu vas être un entrepreneur à succès, comme je viens d'un environnement de 9 à 5, et j'ai travaillé dur là-bas, puis je me suis rendu compte que je n'avançais pas assez vite. Et ma carrière n'avançait pas aussi vite que je le voulais, alors je vais prendre ça en main et au lieu de travailler de 9 à 5 du lundi au vendredi, je travaille 24 heures sur 7, 365 jours par an, mais au moins je peux maintenant avancer à mon propre rythme. Mais le 9 à 5 était parce que je n'avais pas de parents entrepreneurs.
Le 9 à 5 était un peu comme une incubation pour moi. En tant que professionnel, pour ensuite dire d'accord, c'est génial, mais je veux aller plus loin. Si je n'avais jamais eu l'exposition au 9 à 5, ou si je vois certaines personnes voyager partout dans le monde et travailler dans l'économie de petits boulots, encore une fois, il n'y a rien de foncièrement mauvais à cela. Mais si une culture promeut cela et que les médias sociaux promeuvent le style de vie et tout ça, je pense que, encore une fois, un autre élément que vous n'avez pas mentionné est que nous regardons sur les réseaux sociaux, nous pensons que la vie des autres est si géniale. Comment peuvent-ils travailler seulement 2 heures par semaine et gagner 1 million de dollars par an? Eh bien, ce n'est pas la réalité, mais les médias sociaux sont un mégaphone et ils diffusent cette réalité et les gens supposent que c'est la réalité. Alors s'ils essaient de construire leur vie comme ça. Et parmi toutes les autres choses que vous avez mentionnées, nous sommes dans un endroit très dangereux, je pense, parce qu'il y a tellement d'influences nous disant comment nous devrions vivre ou ce que devrait être ou ne devrait pas être le travail acharné. Et je pense que nous sommes en train de perturber l'esprit d'une jeune génération quant à ce à quoi la vie peut ressembler. Je suis d'accord avec ça, et je pense que vous le voyez aussi. Dans un autre contexte, autrefois, le rêve des gens était posséder sa propre maison. C'était un grand, grand rêve. Se marier, avoir un enfant, posséder sa propre maison faisait partie du paysage culturel. Maintenant, les gens ne sont pas si intéressés à posséder des choses. Ils semblent se contenter d'avoir l'usage des choses. Il y a même maintenant une industrie où les gens louent leurs vêtements plutôt que de les acheter. Qu'est-ce qui pourrait être plus étrange et qu'est-ce qui pourrait être plus inefficace que de louer vos vêtements parce que vous savez que le gars qui vous les loue fait un taux de retour élevé. Eh bien, d'où vient son taux de retour? Il vient de vous parce que vous êtes un tel imbécile. Vous ne voudrez même pas avancer le prix de vos vêtements. Et donc, je pense que cela est devenu très, très extrême. Point. Il n'y a rien de mal à vouloir posséder des choses. Et pour la plupart des familles, posséder la maison était essentiel à leur capacité à développer une certaine apparence de richesse, car les maisons ont tendance à prendre de la valeur avec le temps. Mon père avait une assez bonne expression, même s'il n'était pas riche. Il disait, je connais beaucoup de gens qui se sont enrichis en percevant des loyers. Je connais personne qui s'est enrichi en payant un loyer. Et c'est une philosophie que les gens ne semblent pas avoir. Tout est mesuré en termes de paiement mensuel, pas si je gagne quelque chose, pas si je vais quelque part, pas si je progresse. C'est toute une attitude qui, comme vous le soulignez, est très, très dangereuse. Vous savez quoi, je suis vraiment préoccupé parce que cela semble être aggravé par la myopie. Ce qui va se passer, c'est que les gens gagneront assez d'argent pour louer toute leur vie. Et puis que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez plus travailler ou lorsque vous avez des problèmes de santé, lorsque vous tombez malade ou simplement à cause de la vieillesse, vous ne pouvez plus consacrer autant d'heures où les performances cognitives ne sont plus là, où les performances physiques ne sont plus là. Je veux dire, nous n'avons pas vraiment vu cette génération atteindre cet âge encore, et cela va être effrayant à moins que quelque chose ne soit fait parce que la génération qui est de l'âge où elle ne peut plus travailler, la plupart d'entre eux auront des pensions ou ils auront une sorte où ils viennent de la mentalité de « je veux acheter ma maison ». Je veux investir. Oui, c'est très effrayant. Les gens qui ont 70, 80, 90 ans maintenant n'ont pas loué leurs vêtements quand ils Était en train de grandir. Eh bien, un sociologue que j'ai rencontré lors d'une soirée cocktail avait une encapsulation intéressante de cela. Il a dit que l'un des vrais problèmes de la jeune génération est l'incapacité à reporter la gratification immédiate. C'est ce qui conduit à ce qu'ils veuillent tout rapidement, facilement, maintenant, très accessible. L'idée d'économiser pour acheter une maison est assez différente de cela. Cela signifiait généralement
surtout pour les jeunes, un certain report de la gratification immédiate parce que vous mettez de côté un peu d'argent, mettez de côté un peu d'argent et ensuite vous devez faire quelque chose comme une maison avec. Mais maintenant, ils sont heureux de louer la maison, heureux de louer une voiture quand ils en ont besoin, heureux de louer même leurs vêtements. Et c'est une impasse parce que ce qu'ils font, c'est augmenter leur coût de vie actuel au point où ils ne seront pas capables, comme vous le soulignez, d'avoir quelque chose pour prendre soin d'eux plus tard. Et cela, à son tour, est produisant et encourageant une relation très malheureuse entre la population et le gouvernement. Rappelez-vous l'ancien manifeste communiste. La façon de rendre le socialisme permanent est, tout d'abord, d'arriver à un point où la majorité de la population adulte ne paie pas d'impôts. Eh bien, nous y sommes presque. Deuxièmement, arriver au point où la majorité de la population adulte dépend du gouvernement pour sa subsistance. C'est vers là que nous commençons à nous diriger avec tous ces programmes. Et une fois que nous aurons franchi cette deuxième étape, si nous y parvenons malheureusement, et que la plupart des gens ne paient pas d'impôts et dépendent du gouvernement, oubliez ça. La société telle que nous la connaissons, notre culture telle que nous la connaissons et tragiquement, notre économie telle que nous la connaissons n'existeront plus. Parlez-moi en fait, je veux parler de votre transition vers le service public, mais pouvez-vous simplement expliquer ce point? Parce que je comprends être dépendant du gouvernement, mais pouvez-vous expliquer le non-paiement d'impôts? Point. Eh bien, c'est arithmétiquement vrai que presque la moitié des Américains adultes ne paient aucun impôt parce qu'ils ont tous ces crédits d'impôt en remboursement. Quand le gouvernement dit « je vais vous donner un crédit d'impôt pour avoir un enfant », disons, cela peut être une idée valable pour aider les gens à avoir des enfants. Mais ce que cela donne en réalité, c'est que si vous n'avez pas assez de revenus pour vraiment payer des impôts, vous recevez cet argent directement. Donc, au lieu d'être ce qu'il est présenté comme étant, c'est-à-dire simplement un crédit d'impôt, ce n'est pas le cas. C'est un véritable cadeau pour les gens qui n'ont pas de revenus imposables. Et dans certains cas, même s'ils en ont, c'est peu. Et encore une fois, cela devient un paiement en espèces plutôt qu'un impôt. Crédit. Cela encourage donc les mauvais comportements. Oui, oui. Et je ne suis pas contre la garde d'enfants. Je ne suis pas contre le fait que les gens aient des familles. De toute évidence, ceux-ci sont importants. Mais lorsque vous créez ces deux choses, personne ne paie d'impôts et les gens dépendent du gouvernement. Maintenant, vous avez changé toute la société et c'est une pente très, très glissante. Car la théorie est que d'une manière ou d'une autre, le reste de la société peut se permettre non seulement de se maintenir, mais aussi de payer les factures au gouvernement pour maintenir la moitié qui ne travaille pas, qui n'est pas productive. Eh bien, c'est un monde très différent du monde que nous avions l'habitude d'avoir. Je tiens à remercier le réseau de podcast HubSpot pour son soutien à Success Story. Le réseau de podcast HubSpot propose des podcasts incroyables comme The Product Boss, animé par Jacqueline Snyder et Mina Konlo-Sitep. Si vous voulez amener vos ventes de produits physiques et votre stratégie à un niveau supérieur pour créer la vie de vos rêves, vous devez écouter The Product Boss. Ils s'assoient pendant 1 heure, ils font un podcast de style atelier, donc ils vont parler de tout ce que vous devez savoir pour vous améliorer, les médias sociaux, le marketing. Si vous êtes un bien de consommation emballé, si vous avez une sorte de gadget physique, vous devez vous brancher sur le chef de produit où que vous obteniez vos podcasts. Cela a du sens, je comprends. Parlez-moi j'ai eu cette conversation avec beaucoup de gens. Pourquoi quelqu'un voudrait aller travailler dans le gouvernement, aller travailler dans le service public? Parce qu'écoutez, ce n'est pas comme si vous aviez besoin de cela pour votre carrière.
Vous avez gagné beaucoup d'argent en faisant ce que vous faites très bien. Le gouvernement semble constamment causer des maux de tête, donnant l'impression que votre vie est décortiquée. Les gens vous critiquent, personne n'est jamais content de vous, c'est comme la vie du gouvernement. Donc, à ce stade de votre carrière, je veux dire que vous avez réussi selon les normes de n'importe qui. Quel était le but dans votre esprit? De servir le gouvernement, de servir le peuple. C'était plusieurs choses, mais avant tout, cela est arrivé à un moment de ma vie où je pouvais me le permettre parce que j'avais gagné assez pour prendre soin de moi pour toujours et à jamais. Il y avait donc le potentiel pour le faire et faire le sacrifice économique pour entrer dans le gouvernement. Et en fait, lorsque j'ai eu mon genre d'entretien d'embauche pour le poste de cabinet avec le président Trump et les autres, c'était étrange parce que c'était la première fois de ma vie. J'étais jamais impatient d'avoir un travail qui payait une infime fraction de ce que mon ancien travail payait. Mais néanmoins, j'ai senti que c'était un moment où A, je pouvais me le permettre. B, plus important encore, je ressentais que ce que Trump essayait de faire était ce dont le pays avait besoin. Je pensais qu'il était le seul parmi les candidats démocrates ou républicains à comprendre à quel point la classe moyenne et la classe ouvrière étaient maltraitées en faveur des personnes qui ne travaillaient pas. Les autres candidats ne comprenaient même pas cela. Alors j'ai pensé que le seul qui allait essayer de résoudre ce problème est quelqu'un qui comprend au moins le problème. Les autres candidats ne savaient même pas que c'était un problème. Alors j'ai senti qu'il y avait un besoin sociétal pour quelqu'un d'essayer d'aider à résoudre ce problème. Parce que j'aime ce pays, le pays a été très bon pour moi. Et j'ai senti qu'il était temps d'essayer de redonner dans le cadre d'une entreprise au sein du gouvernement pour récupérer une partie de ce que nous avions perdu. Et je veux dire, quand vous avez annoncé que vous souteniez même Trump, je pense que de ce que je me souviens, c'était un peu une surprise pour le public. Oui, c'était le cas. Ce qui s'est passé à l'époque, et c'était avant les primaires républicaines en 2016, élection. J'étais sur Squawk Box le matin. Et vers la fin de l'interview, l'un d'eux a dit « Si Trump est le candidat présidentiel des républicains, le soutiendrez-vous » Et il pensait que ma réponse serait non, car à ce moment-là, la plupart de Wall Street était anti-Trump. Et étrangement, une grande partie de Wall Street reste démocrate. Je dirais une majorité des personnes de haut rang ont été des démocrates. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, cela a choqué les gens. Et puis j'ai expliqué pourquoi. Ma théorie selon laquelle il était le seul à comprendre le problème sociétal dont vous et moi avons discuté. Et cela, à son tour, conduit à mon implication dans la campagne. J'ai donc commencé à faire des éditoriaux, principalement dans les journaux régionaux. Il m'envoyait en tant que substitut pour débattre avec les gens de gauche, des choses comme ça. Et puis, finalement, il m'a demandé d'entrer dans le cabinet. Parlez-moi de certaines des politiques que vous avez mises en œuvre lorsque vous étiez dans son gouvernement, mais je veux aussi comprendre ce qui se passera à l'avenir. Évidemment, pour l'instant, nous allons essayer de garder cette interview intemporelle, mais dans quelques mois, nous allons voir un tout nouveau États-Unis. Gouvernement. Et je suis curieux, que devons-nous faire à l'avenir pour continuer le travail que vous avez fait? Eh bien, heureusement, contrairement à la plupart du cabinet de Biden, les gens, Gina Raimondo, qui est ma successeur, a plutôt bien continué les politiques tarifaires et les politiques de contrôle des exportations que j'ai mises en place pendant l'administration Trump. Donc, pour le moment,
les démocrates ont été relativement favorables aux initiatives tarifaires et ont refusé aux ennemis potentiels l'accès à des matériaux de haute technologie, des sanctions, des choses de ce genre. Donc jusqu'ici, ça n'a pas posé problème. Ce qui m'inquiète dans des cas comme Kamala Harris, c'est beaucoup de choses, dont une est que nous n'avons aucune idée de ce que seront ses politiques commerciales. Elle n'a fait aucune déclaration réelle sur le commerce. Donc je ne peux pas juger ce qu'elle pourrait faire ou ne pas faire. La deuxième chose, cependant, je pense qu'elle est plus intéressée à changer le système éducatif loin de ce que je pense qu'il devrait être, c'est-à-dire la formation manuelle et la formation high-tech. Elle est plus intéressée à en faire un instrument sociologique, à le rendre très éveillé. Eh bien, être éveillé est vraiment à bien des égards l'antithèse directe du rêve américain, car être éveillé dit que vous devriez avoir honte d'être un citoyen des États-Unis. Être éveillé dit que vos ancêtres étaient des abuseurs. Et c'est vraiment une mauvaise chose et nous avons besoin de rétribution. Donc, je suis inquiet car bien que je pense que le système éducatif a besoin d'être réformé dans le sens du retour à ce qu'il était auparavant, je pense que sa vision de l'éducation est très différente. Et cela se traduit par le fait que les jeunes ont très peu de compréhension de ce qui se passe réellement. Et il y avait une université quelque part dans le Midwest qui a fait une enquête de personnes de 18 à 25 ans et elle leur a posé toute une série de questions. 2 d'entre elles m'ont frappé comme étant vraiment dangereuses. L'une était la question « Qui est Andrew Jackson ?» C'était une personne très controversée, comme vous le savez. La réponse la plus populaire était celle de Michael Frère. Wow. Ils n'avaient aucun lien entre eux. Bien sûr que non. La deuxième question qu'il a posée était « Où l'esclavage a-t-il été inventé ?» Et la réponse la plus populaire était aux États-Unis. Non seulement c'est historiquement inexact de plusieurs milliers d'années, mais c'est aussi inexact de plusieurs milliers de kilomètres. Et ces jeunes gens ne comprenaient vraiment pas la réponse à l'une ou l'autre de ces questions. Il y avait aussi beaucoup d'autres à qui ils avaient donné des réponses amusantes. Mais quand votre idée fausse est que les États-Unis sont à l'origine de tout le problème de l'esclavage, vous ne comprenez pas d'où vient quoi que ce soit. Quand j'étais au gouvernement, l'une des tâches que je faisais occasionnellement était de prêter serment aux citoyens naturalisés qui étaient entrés légalement dans ce pays. Et quand vous êtes un immigrant légal en quête de citoyenneté, vous devez beaucoup étudier. Vous devez étudier la Constitution. Et j'ai conclu que les immigrants légaux devenus citoyens étaient mieux informés sur notre pays que la plupart des jeunes. Et c'est vraiment regrettable. Chose. Ils étaient également merveilleux en ce que leurs yeux étaient remplis de larmes de joie lorsqu'ils sont devenus citoyens. Ils étaient aussi fiers que possible, alors que beaucoup de jeunes se demandent si les États-Unis est un bon endroit. Ils remettent en question leur propre sexualité. Ils remettent en question toutes sortes de choses. Ce qu'ils ne remettent pas en question, c'est pourquoi je n'apprends pas ce que je devrais apprendre pour être un adulte productif. Et par conséquent, je suis très inquiet de la direction dans laquelle Kamala Harris pourrait très bien emmener ce pays. Vous savez, vous avez mentionné quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je n'ai jamais vraiment compris, parce que parmi toutes les différentes choses que les gens remettent en question,
Je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un remettrait en question si les États-Unis étaient un bon endroit. Et je vois ça, je veux dire, il y a beaucoup de choses lorsque les gens remettent en question, comme vous venez de le mentionner, les gens remettent en question leur propre sexualité, leurs pronoms, vous savez, ce qu'ils veulent faire de leur vie, leur carrière. Ce sont des choses quelconques. Vous pouvez faire un commentaire sur le fait que ce sont des choses que les gens devraient remettre en question ou non. C'est plus personnel. Mon plus gros problème est qu'il semble y avoir tant de haine pour les États-Unis de la part d'une jeune génération et je ne le comprends pas. Je ne comprends pas d'où cela vient parce que les États-Unis donnent à ces personnes toutes les capacités du monde pour remettre en question toutes ces différentes choses et pour choisir toutes ces différentes choses. C'est le pays qui vous offre cette opportunité. Je n'ai jamais compris cela. Et en fait, vous savez, juste pour vous donner une perspective, je suis Canadien, donc je dois réellement passer par un processus d'immigration. Et j'ai probablement dépensé environ à ce stade, en entrant avec un visa, puis en passant par ce processus de visa, et finalement en obtenant une carte verte, probablement 40 000 $, 50 000 $ en frais et demandes, et juste du temps passé et obtenir une recommandation. Comme c'est un processus très ardu, mais je suis très reconnaissant. Mon entreprise est maintenant ici. Maintenant, mes relations sont ici, le réseau est ici, et le Canada est comme, écoute, le Canada n'est pas un pays du tiers-monde. Le Canada est le Canada. Mais même le contraste entre le Canada et les États-Unis, je vois 100 fois plus d'opportunités et ma carrière progresse de manière exponentielle plus rapidement. Donc c'est juste intéressant. Je ne peux pour aucune raison comprendre comment les gens peuvent... C'est très déroutant pour moi de détester les États-Unis. Eh bien, si vous pensiez vraiment que la seule raison pour laquelle il y avait de l'esclavage dans ce monde était les États-Unis, que nous l'avons littéralement inventé, cela vous donnerait probablement un sentiment de culpabilité. Enseigner certainement aux gens que c'est le cas est censé vous donner un sentiment de culpabilité. Ce n'est même pas vrai, ce n'est même pas proche de la vérité. C'est tellement loin de la réalité. Oh, bien sûr que oui. Mais souvenez-vous de Goebbels, le grand ministre de la propagande sous Hitler, il a dit « Si vous racontez un gros mensonge ». Assez souvent, puis si vous pouvez contrôler les médias pour qu'ils ne le contestent pas trop, alors cela devient la vérité. Alors la vraie vérité devient un mensonge. Et je pense que c'est ce qui se passe parce que les jeunes et notre système éducatif sont totalement intolérants à toute autre opinion. Et si vous essayez de parler à un jeune et de lui dire que ce n'est tout simplement pas vrai que l'esclavage a été inventé ici, vous obtenez une vraie dispute. S'il daigne même répondre plutôt que de simplement s'en aller, il y a donc une intolérance au désaccord. Et vous le voyez sur les campus? Si un professeur non gauchiste veut donner une conférence sur un campus, il se fait huer, il est piqueté, et très peu de collèges le laisseront même venir. Alors que vous penseriez que les éducations d'apprentissage sont censées être ouvertes à différentes idées, maintenant elles sont très proches d'elles. Et d'une manière amusante, l'extrême gauche et l'extrême droite ont cela en commun, qu'elles sont toutes deux intolérantes à toute autre vue que leurs propres extrêmes. Et c'est très inquiétant car cela commence à déchirer le cœur de la société. Vous l'avez vu avec ce jeune garçon qui a essayé d'assassiner Trump. Vous le voyez dans toutes sortes d'éclats de violence. Et il y a une vraie colère qui s'est développée chez les gens, en partie, je pense, parce qu'ils se sentent désespérés quant à leur propre carrière, comme nous en avons parlé plus tôt. Mais aussi le système scolaire leur a inculqué ce négativisme envers les États-Unis, ce négativisme envers les traditions, valeurs, et cela doit être corrigé. Et donc, ma plus grande inquiétude, je pense que notre système éducatif est plus dangereux pour ce pays que la Chine ne l'est. Je pense que c'est plus dangereux que la Russie ne l'est. Je pense que c'est plus dangereux que l'Iran ne l'est.
car ce sont des choses avec lesquelles nous allons devoir composer. Mais nos problèmes éducatifs sont des blessures auto-infligées. Et la manière la plus folle de mourir est par une blessure auto-infligée. Mais je pense que c'est la manière la plus préoccupante. C'est d'ailleurs intéressant. Parce que vous parlez des universités qui n'autorisent pas les leaders d'opinion de droite sur le campus. J'ai toujours été sous l'impression que l'histoire était l'histoire. Et puis l'université et le collège étaient un lieu de débat et de conversation et de réflexion critique sur les politiques à venir. Pas pour essayer de réécrire l'histoire du monde. C'est très, très étrange parce que si quelqu'un qui est de droite, je dis cela entre guillemets, parce qu'il y a des penseurs très modérés et très centristes que je pense sont maintenant étiquetés comme plus à droite qu'ils ne le sont vraiment. Mais même Trump était un démocrate à une époque. Il a toujours vécu à New York. Il a toujours été un démocrate. Il a toujours été une personne très progressiste. Mais vous voyez que ces personnes sont transformées en comme droite individus, alors qu'en réalité, ils essaient juste de fournir une lentille différente ou une perspective différente sur ce qui se passe dans la société, ce que j'ai toujours pensé comme un individu. Je veux avoir accès à autant d'informations que possible. Je souhaite entendre des arguments et des débats, car c'est ainsi que la société progresse. Je pense qu'il est sain d'entendre autant d'informations et d'étudier et de rechercher et de faire sa propre diligence raisonnable. C'est ainsi que j'ai grandi, c'est ainsi que ma carrière a progressé. Ce n'est pas seulement des informations commerciales, il s'agit d'obtenir des informations sociétales, culturelles, politiques et financières de toutes ces différentes personnes. Cela m'a simplement rendu meilleur individu. Eh bien, c'est vrai. Et quand j'étais un jeune adolescent, il y avait une émission de télévision très populaire qui consistait en des débats entre Bill Buckley, un droitier très à droite, très érudit, et Gore Vidal, un gauchiste très intelligent. Et c'était le genre d'émission qui n'apparaîtrait plus sur aucune chaîne de télévision ou probablement même sur aucun réseau câblé. C'était, je pense, une chose d'une heure. Ils étaient tous les deux différents dans leur façon de penser. Ils se détestaient probablement tous les deux en tant qu'individus, donc cela a fait une bonne télé. Mais le point était qu'à cette époque, les médias accueillaient le débat. Maintenant, ce n'est pas seulement la page éditoriale qui exprime une opinion. Les colonnes de nouvelles sont vraiment des éditoriaux pour la plupart. Alors c'est faux. Ce n'est pas ce que devraient être les nouvelles des médias. Les nouvelles devraient être ce qu'elles sont. Et comme vous l'avez dit, de l'histoire est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle était. On ne devrait pas y toucher. C'est un fait, mais il le change. Je tiens qu'à remercier LinkedIn, le sponsor de l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous raconter une anecdote. Lors de l'embauche pour mon équipe, je recherchais quelqu'un ayant les compétences requises et qui correspondait à la culture de notre entreprise. J'ai utilisé LinkedIn Jobs, ce qui a rendu le processus fluide. La qualité des candidats que j'ai trouvés était exceptionnelle et cela m'a fait gagner beaucoup de temps. Il est essentiel d'avoir des candidats de qualité à interviewer et LinkedIn Jobs rend cela incroyablement facile à les trouver. LinkedIn n'est pas seulement un tableau d'offres d'emploi. C'est une plateforme qui vous connecte à des professionnels uniques, même ceux qui ne cherchent pas activement, mais qui seraient ouverts au rôle idéal. Et saviez-vous que 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent pas d'autres sites d'emploi leaders? Si vous ne cherchez pas sur LinkedIn, vous manquez ces candidats. De plus, 86% des petites entreprises obtiennent un candidat qualifié dans les 24 heures sur LinkedIn. Ils continuent à simplifier le processus, ayant même lancé une fonction pour aider à rédiger les descriptions de postes. Donc, si vous êtes prêt à trouver votre prochain excellent employé, publiez votre offre d'emploi gratuitement sur linkedin.com/excellence. C'est linkedin.com/excellence pour publier votre offre d'emploi gratuitement. Des termes et conditions s'appliquent. Qu'êtes-vous, vous savez, quand vous regardez vers l'avenir? Nous avons juste touché très brièvement sur la Russie, la Chine, l'Iran, et bien sûr, ils ne sont pas tous la même entité.
Il y a des nuances sur la façon dont chacun de ces nations construit leur pays et interagit avec les États-Unis, mais en avançant à un niveau mondial, quelles sont certaines pensées sur les plus grands risques, les plus grandes préoccupations, les choses que les États-Unis devraient être conscients, des choses dont la personne moyenne devrait être consciente en fonction de votre expérience? Eh bien, dans un sens géopolitique, ce qui m'inquiète le plus, c'est que la Russie, la Chine et l'Iran semblent de plus en plus s'impliquer dans devenir les puissances de l'Axe. Ils semblent se regrouper dans beaucoup d'activités. Et si vous regardez en arrière vers ce qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale, c'était des traités entre l'Allemagne et le Japon qui l'ont déclenché. Ils ont commencé un traité de défense mutuelle. L'Allemagne et l'Italie ont fait la même chose. Ensuite, ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'Allemagne a conclu un accord avec la Russie pour un accord de défense mutuelle et ce qu'ils n'ont pas divulgué, c'est qu'une partie de l'accord consistait à diviser la Pologne. Donc, 2 semaines après avoir signé cet accord, l'Allemagne a envahi la Pologne, l'a submergée et l'a effectivement divisée avec les Russes. Donc, ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est qu'ils opèrent conjointement. Maintenant, pourquoi est-ce un problème? C'est un problème parce que l'Allemagne elle-même et même le Japon étaient des économies très petites par rapport aux États-Unis. Donc, même en mettant les deux ensemble, cela ne se rapprochait pas de la nôtre, mais la Chine représente déjà plus des 2 tiers de notre économie. Si vous ajoutez la Russie, si vous ajoutez l'Iran, vous avez le potentiel que nous pourrions nous engager dans la Troisième Guerre mondiale et la combattre sur 3 fronts, la combattre au Moyen-Orient, la combattre dans le secteur asiatique et la combattre en Europe. C'est vraiment la chose effrayante. Et c'est pourquoi cela me dérange que les démocrates ne semblent pas comprendre mon attitude envers le harcèlement. Rappelez-vous, j'ai dit qu'un harceleur a besoin d'une victime consentante. Eh bien, les États-Unis agissent de nos jours plus comme une victime consentante que comme autre chose. Nous supplions l'Iran de conclure un traité avec nous. Et je pense que c'était une honte nationale que les Iraniens, il y a quelques semaines, après toutes ces années de Biden à les côtoyer, essayant d'entrer dans ce qui aurait été de toute façon un terrible traité nucléaire, ils ont annoncé qu'ils n'avaient aucun intérêt pour toute autre négociation. Eh bien, pour que la première puissance mondiale soit écartée par une puissance de 3e ou 4e ordre, cela ne serait jamais arrivé sous Trump ou tout autre président sensé. De même, regardez ce qui se passe. La Chine a fait flotter un ballon espion sur tout le pays. Plus tard, ils ont développé une énorme opération de renseignement à Cuba, et Dieu seul sait ce qu'ils y mettent encore. Et puis récemment, ils ont eu l'un de leurs navires dans un quai de sous-marins nucléaires russes à la Havane, à seulement 90 miles de notre côte. Eh bien, qu'avons-nous fait? Quelle a été notre réponse? Rien. Récemment, la Russie et la Chine ont effectué un exercice de bombardement conjoint, un exercice au large de l'Alaska. Qu'avons-nous fait? Rien. Pendant ce temps, la Chine et la Russie soutiennent constamment l'Iran et les Houthis et le Hezbollah et tout ça au Moyen-Orient. Les Houthis ont totalement perturbé la mer Rouge et cela perturbe la navigation. Que faisons-nous? Une défense très très limitée. Je pense qu'au lieu de cela, nous devons revenir à la philosophie de Teddy Roosevelt, qui était de parler doucement et de porter un gros bâton. Ces gars parlent fort et ils n'ont pas du tout de bâton. Donc c'est mon analyse effrayante de ce qui se passe géopolitiquement.
Mais je pense que si nous pouvons réparer le système éducatif, faire en sorte que les Américains se sentent à nouveau patriotes, rendre les Américains mieux éduqués, restaurer le concept de travail acharné, restaurer le concept d'entrepreneuriat, alors nous pouvons combattre tout cela. Mais si nous restons en tant que victimes consentantes, les choses géopolitiques vont empirer. Elles ne vont pas s'améliorer. Et je pense qu'un tournant clé dans l'administration Trump a été lorsque nous avons eu la première visite d'État. Elle venait du président Xi à Mar-a-Lago, à Palm Beach. Il y a beaucoup de composants à l'histoire qui sont dans mon livre, Risques et retours, mais je vais simplement résumer un segment. Cet après-midi-là, nous avons eu une réunion du Conseil de sécurité nationale et nous avons voté lors de cette réunion pour lancer les 52 missiles en Syrie en représailles à leur tentative de faire sauter l'une de nos bases au Moyen-Orient. Mais Trump a décidé de ne pas reporter la mise en œuvre. Il a décidé de le faire à 7h15 ce soir-là, en plein dîner de cérémonie avec le président Xi. Pourquoi a-t-il fait ça? Je commence par réfléchir à long terme et planifier mes actions. C'était évidemment aussi un message à l'Iran ou à quiconque veut nous faire du mal. Poussez-moi trop loin et vous allez obtenir une réponse que vous n'aimez pas. Et si vous remarquez, pendant les années Trump, nous n'avons pas eu ces incursions de la Chine. L'Iran a causé un peu de problèmes, mais pas tant que ça. La Russie n'a pas envahi l'Ukraine avant bien longtemps dans la présidence de Biden. Ce n'est pas un accident. Je pense qu'ils ont compris de ce que Trump a fait cette nuit-là à Mar-a-Lago et d'autres choses qu'il a faites en privé et en public. Je pense qu'ils ont reçu le message, on ne peut pas aller trop loin avec ce gars. C'est un message auquel nous devons revenir, car si nous les laissons devenir de plus en plus audacieux et si nous devenons de plus en plus faibles et moins patriotes, ce n'est pas une bonne formule. C'est une formule qui mènera à une guerre, et une guerre dans laquelle nous pourrions avoir du mal. Quand j'ai une dernière question juste à propos de la Chine, et ensuite je veux comprendre où les gens peuvent aller pour obtenir votre livre et aussi se connecter avec vous. Mais la dernière pensée que j'ai eue, parce que j'ai eu la conversation à propos de la Chine avec plusieurs personnes, et je ne regarde pas la Chine avec le même regard que autour de la Chine. La Chine semble ne pas être intéressée par quoi que ce soit comme militaire comparé à l'Iran, l'Iran semble être très hostile, exceptionnellement hostile. Mais j'ai eu une conversation avec Keith Krach à propos de l'Iran, ainsi qu'avec Dmitri Alperovitch à propos de la Chine, excusez-moi. Et il y a juste différentes vues sur comment le faire, gérer et interagir avec la Chine. Donc, en termes de votre perspective, le commerce et les accords, et comment nous interagissons avec la Chine, serait-il préférable pour les États-Unis s'implanter davantage en Chine et essayer de mettre plus d'entreprises en Chine et faire plus de commerce et les rendre à un certain degré dépendants? Est-ce même possible? Ou est-il préférable de se retirer complètement, de s'isoler et de ne pas s'engager avec eux à un niveau commercial, si cela est même viable? Non, je ne pense pas que l'une ou l'autre extrémité soit la bonne réponse. Je pense que ce dont nous avons besoin est une politique plus finement ajustée. Et ce que je veux dire par là, c'est la suivante. Il est inévitable que nous devrons commercer avec la Chine. La Chine est la deuxième plus grande puissance du monde. C'est un marché très grand et qui jusqu'à récemment était en croissance. Donc je pense que l'idée d'un désengagement total ne fonctionne tout simplement pas. Le monde est un endroit plus compliqué que cela. De plus,
si nous parvenions d'une manière ou d'une autre à nous désengager totalement de la Chine, tout ce que cela ferait serait de détourner leurs exportations vers d'autres pays et ceux-ci, à leur tour, devraient nous exporter davantage. Donc cela ne ferait que brouiller les choses. Je ne pense pas que ce soit une solution pratique. Le problème avec l'introduction de plus d'entreprises en Chine, c'est que les entreprises qui les intéressent le plus sont les entreprises de haute technologie. Et la plupart des productions de haute technologie sont ce que nous appelons à double usage. Alors, les semi-conducteurs ont une utilisation pacifique, mais ils sont également très critiques pour les applications militaires. Donc, vous ne pouvez pas construire une usine de semi-conducteurs qui ne produit pas vraiment les deux types. Et en Chine, vous n'avez pas vraiment été dépendant avec, même si c'est détenu par des Américains. Ils sont soumis à toutes sortes de contraintes, toutes sortes d'exigences que nous n'avons pas ici. Donc, je ne pense pas que mettre plus d'investissement en Chine soit la réponse. Je pense que nous devons trouver une manière sérieuse et mature de coexister avec eux. Et je pense qu'une partie de cela doit être la prise de conscience qu'ils deviendront une puissance plus importante. Ils sont déjà une puissance significative. Nous ne pouvons pas simplement les ignorer et dire que cela disparaîtra. Ça ne disparaîtra pas. Mais c'est un pays ambitieux et sous le président Xi, c'est un pays très strictement contrôlé. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais sur leur population de 1,3 milliard ou 400 millions, seuls 65 millions sont membres du Parti communiste. Donc un pourcentage infime de la population totale est même communiste. C'est donc une dimension intéressante à laquelle les gens devraient réfléchir. Mais ce que cela signifie essentiellement, c'est que la majorité de la population est totalement privée de ses droits. Cela facilite l'instauration d'une dictature. Et bien que la forme technique de gouvernement puisse être le communisme, la réalité est que la Chine est une dictature. La Russie est une dictature. Certainement, l'Iran est une dictature. Et c'est le vrai problème, c'est le problème idéologique. Je ne connais pas un seul pays communiste qui ne se soit pas avéré être une dictature. Et si vous avez un pays gigantesque et puissant qui est une dictature, il vous suffit de tomber sur un dictateur successeur qui veut vraiment prendre le contrôle du monde. Et je ne dis pas que Xi est nécessairement cette personne, mais il vieillit. Il ne sera pas le dictateur pour toujours. Quelqu'un d'autre le sera, et cela pourrait très bien être un général de droite. Donc je pense que nous avons besoin d'un arrangement, mais il doit être un arrangement sur un pied d'égalité. Ça ne peut pas être que nous les laissons gagner en commerce à cause de la violation des règles, de l'exploitation de la propriété intellectuelle, des choses comme ça. Nous avons besoin d'un système commercial basé sur des règles et qui est juste et qui a un mécanisme pour résoudre les litiges honnêtes. C'est la façon de résoudre le problème commercial en fin de compte. Mais nous devons obtenir l'accord des autres parties. Maintenant, sur le livre qui est mon problème de balance commerciale. Le livre Risque et rendement, créer le succès en affaires et dans la vie vient de paraître. C'est correct, s'il est disponible sur Amazon en ce moment. Et la date de publication officielle est le 10 septembre. Il sera donc facilement disponible dans les librairies partout à ce moment-là. Et c'est une autobiographie anecdotique qui reprend les anecdotes dont beaucoup sont amusantes et intéressantes et essaie d'en tirer des leçons approximatives, des leçons de leur carrière et de leur vie qui peuvent arriver à être
Donc, je cours partout dans la campagne pour faire des séances de dédicaces de livres. Et nous avons un site web pour le livre. Et il s'appelle risksinreturns.net. Et je recommanderais à quiconque apprécie suffisamment cette discussion pour vouloir en savoir plus sur le livre de consulter ce site web et vous y trouverez beaucoup d'informations. Donc vous verrez que le livre encapsulera essentiellement vos anecdotes de vie. Nous parlerons de politique, nous parlerons d'affaires, tout cela, je veux dire, vous avez restructuré plus de 400 milliards de dollars d'actifs et vous avez été nommé parmi les 50 personnes les plus influentes de Bloomberg. Donc ce sera un livre très intéressant. Donc nous mettrons le lien dans les notes de l'émission également. Et si vous êtes à Miami, faites-le moi savoir. Nous devrons créer du contenu autour d'une séance de dédicace si vous êtes jamais ici. Eh bien, je ferai quelques arrêts à Miami, donc j'aimerais accepter cette offre et cela vous forcera aussi à lire un livre. Donc, deux oiseaux d'une pierre, ça marche parfaitement. D'accord, donc nous mettrons tous ces liens dans les notes de l'émission afin que les gens puissent aller précommander le livre maintenant sur Amazon s'ils le souhaitent, ou vous pouvez probablement l'obtenir dans n'importe quelle librairie le 10 septembre. Wilbur, j'apprécie vraiment votre temps. J'apprécie beaucoup que vous ayez abordé une grande variété de sujets, car je vous ai lancé tout cela vu que votre vie a été très intéressante. Donc, je veux obtenir un échantillon de toutes les différentes choses que vous avez prises en charge. Si vous deviez laisser le public, vous pouvez choisir une perspicacité ou une leçon, quelque chose que vous diriez à votre jeune moi, votre moi de 20 ans après votre carrière dans le service privé et public. Quelle serait cette leçon? Ma grande leçon est que la seule personne qui peut vous retenir, c'est vous-même. Et si vous travaillez vraiment dur, saisissez les opportunités et prenez parfois des risques, vous pouvez devenir à peu près ce que vous voulez. Il n'y a donc aucune raison de se cacher dans une pièce sûre. Sortez à l'air libre, entrez dans le monde réel, bousculez un peu les choses. Et si vous vous faites un peu malmener en cours de route, c'est bien parce que c'est une expérience d'apprentissage. Mais en fin de compte, le seul qui peut vous retenir, c'est vous-même. Vous-même. Merci.